Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on a un invité de marque qui est Max Dutru. Max Dutru qui va se présenter juste après, mais c'est un profil qui nous tient à cœur puisqu'on a bossé ensemble déjà avec Max à l'agence web. Et c'est un top profil quand même assez senior qui a travaillé pour de grosses marques. Et c'est un peu le sujet de l'épisode, en fait, le SEO pour les grandes marques. Et puis aussi, c'est quoi d'avoir un poste à responsabilité au sein d'une belle agence dans le SEO, quoi. Qu'est-ce que ça donne? Comment ça va, les gars? Ça va et toi? Ouais, nickel. Antoine, ça va aussi? Salut Max, ouais, super, top, top. Super content de recevoir Max d'ailleurs pour l'anecdote. Enfin, j'ai envoyé un message à Paul pour lui dire que ça serait trop cool d'inviter Max sur le podcast. Et là, il Ouais. me répond, trop drôle, je viens de lui envoyer un message juste avant. Donc pour te dire, tu vois, on était raccord et c'est vraiment trop cool que tu nous fasses l'honneur de venir sur MVP pour nous parler un petit peu du SEO grand compte, de ton rôle chez Primelis qui est une des vraiment la top agences SEO mondiale francophone, donc c'est vraiment super sympa. Et du coup, je laisse peut-être Paul reprendre la main pour la première partie du podcast. Ouais, tout à fait. Mais c'était vraiment hyper marrant parce que tu vois, je crois que ouais, Max, on se parlait sur WhatsApp et je te jure, on était en train de se parler alors que ça faisait pas mal de temps qu'on s'était pas envoyé de message. Et là, je vais sur LinkedIn, il y a Antoine qui me dit, ouais, d'ailleurs, j'ai vu que tu as travaillé avec Max, il a un bon poste et tout, ça pourrait être super intéressant de l'interviewer. Genre, j'étais KO, quoi, vraiment la coïncidence. C'était l'alignement des planètes. Ouais, vraiment, c'était C'est top. incroyable. Donc bah peut-être Max, est-ce que tu peux un peu te présenter sur l'aspect pro évidemment, détailler un peu ton profil, même sur l'aspect perso, si tu veux nous dire des choses un peu sur toi, peut-être tes loisirs ou quoi, qu'on comprenne un peu qui tu es. Yes, bah tout d'abord merci de l'accueil les gars, trop top. Du coup moi ça fait un peu plus de 5 ans que je suis dans le SEO, donc en agence à Paris. Donc un peu plus de 3 ans et demi à l'agence web, où du coup on s'est connu avec Paul, qui était mon alternant Ouais. et donc super collaboration d'ailleurs, je m'en souviens. Et puis, donc là, j'ai occupé pas mal de postes chez l'agence web, enfin, où je suis arrivé consultant junior, où j'ai tout appris en fait sur le SEO. Après, je suis passé team lead et, euh, et donc après, je suis parti chez Primelis il y a un peu plus d'un an en tant que team lead. Donc là, j'y suis toujours et ça se passe toujours super bien. Donc voilà un petit peu pour la présentation. À côté de ça, je fais aussi un petit peu de freelance à mes heures perdues, je dirais. Et puis voilà, voilà pour la partie, je dirais pro. Pour la partie SEO, enfin pour la partie pardon perso, qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant Qu'est-ce que je C'est pourrais dire d'intéressant en dehors du SEO, quelle est ton activité favorite? Je sais qu'à un moment tu faisais du sport de raquette, non? Avec Ouais, 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 j'aime bien tout ce qui est tennis, squash. Je regarde pas mal de foot, j'en fais plus après une blessure, mais je regarde pas mal de foot. Donc ouais. Je suis pas non plus un très grand sportif, mais j'essaye un petit peu de me décrasser au vu de nos jobs sédentaires. trop cool. Trop cool, trop cool. En fait, avec Antoine, du coup, on a prévu pas mal de questions pour toi. Donc, des questions sur le SEO grand compte et aussi des questions un peu sur ton poste. Peut-être ce qu'on pourrait faire, Antoine, je sais pas ce que tu en penses, on pourrait peut-être alterner une question SEO grand compte, une question sur son poste. Comme ça, on a un petit peu des deux, histoire de zapper aucune partie. Euh, pour la question grand compte, la première, pour combien de grands comptes, en fait, est-ce que tu as bossé globalement, que ce soit à l'agence web, chez Primelis? Est-ce que tu as un chiffre en tête un peu pour situer? Yes, chez Primelis, j'ai travaillé pour deux grands comptes. Je travaille encore pour un des deux d'ailleurs. À l'agence web, je dirais qu'il y en a eu au moins quatre ou cinq de ce que j'appelle vraiment grands comptes. Alors c'est sur tous les plans, hein, enfin en termes de budget, en termes de notoriété de marque, et en termes de site, donc de volumétrie de page, enjeu business. Donc ouais, je dirais qu'au moins quatre cinq à l'agence web et deux de chez Primelis. Ouais. Ok.
Ok, super. Antoine, est-ce que tu veux poser peut-être une question? Ouais. Est-ce que tu peux représenter ta mission chez Primelis, le team leader? Yes. Bah du coup, en fait, en tant que team lead, j'ai un peu, enfin, j'ai à la fois la partie du coup management qui est d'encadrer en fait une équipe de 4 consultants qui ont des profils assez variés. Donc j'ai des juniors, j'ai aussi un senior et une personne qui est un peu plus expérimentée entre le junior et le senior en fait. Donc des profils assez variés, des personnes que du coup je dois accompagner dans la montée en compétences et aussi être présent en fait sur la gestion de compte, être là quand il y a des alertes clients, être présent aussi sur les livrables en fait pour s'assurer que l'image de marque en fait de Primelis est bien respectée, que je dirais le côté premium des livrables soit aussi là. Donc ça c'est pour la partie team lead. Et puis du coup il y a une autre partie plutôt gestion de compte où là je gère 3 comptes en direct. Donc un grand compte, un compte je dirais middle et un petit compte. Donc voilà. Ok, ok, trop cool. Et du coup, entre globalement l'aspect vraiment plutôt management et l'aspect SEO pur et dur opérationnel, t'as pas trop de problèmes, je veux dire, à faire les deux au quotidien. C'est pas compliqué de passer entre guillemets du technicien au manager au sein de la journée. En réalité ça va parce on a quand même peu de comptes à gérer en fait. Moi, c'est ce que je vois là la différence en fait par rapport à d'autres agences. Donc, Ouais. on n'est pas non plus. Alors, bien sûr, tu as forcément toujours des périodes un petit peu de rush, euh, mais en fait, le fait de gérer peu de comptes permet de quand même bien faire son travail de manager, d'avoir bien le temps. Je pense qu'un peu plus de la moitié de mon travail est quand même sur le management. Donc, Ouais. c'est quand même cool quand tu es team lead de pouvoir avoir le temps en fait de faire des one-to-one avec tous tes consultants, de pouvoir remonter sur des sujets très précis un peu toutes les semaines et pas juste de regarder en surface qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas. Mhm. Donc ça c'est quand même hyper cool. Effectivement, quand j'ai des périodes un peu plus de rush sur mes comptes, j'ai aussi une équipe dans mon équipe qui peuvent m'aider aussi là-dessus. Ouais. Donc en vrai, je trouve que l'équilibre est plutôt bien fait. Trop cool. Ouais, parce que du coup, j'imagine que le risque, c'est à l'inverse de devoir gérer des équipes et en plus d'avoir, je sais pas, peut-être 10 comptes à côté et puis là, tu t'y retrouves pas, quoi. Ouais, ouais, Ok. ça en vrai, c'est pas un modèle qui fonctionne sur le long terme. Ah ouais. Donc effectivement, ouais, je te rejoins. Ok. Je sais que nous, à l'agence, actuellement, on a un problème pour les team leads. C'est qu'en fait, ils doivent faire, parce qu'on a des profils assez juniors au niveau consultant, alors que vous, je pense que vos profils ils sont déjà un peu plus avancés chez Primelis au niveau des consultants. Mm. Ce qui fait que les team leaders ont énormément de réunions, parce qu'ils vont faire la réunion de leur compte, plus quasiment voire un bon 80 ou 75% de réunions au niveau des consultants, parce que les consultants, ils sont pas assez autonomes, ils ont pas assez, tu vois, le côté relation client, etc. Est-ce Mm. que c'est quelque chose aussi que tu ressens chez Primelis, ou est-ce que dans ta team, les gens sont autonomes? Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Voilà, est-ce que tu sens à ce niveau-là que tu as la même problématique que chez nous, ou au contraire, le fait que vous soyez plus gros, vous avez pu développer un petit peu les compétences au niveau consultant? Je pense qu'il y a un peu des deux. Enfin, je pense il y a des problèmes qui se croisent effectivement parce que tu as des consultants qui vont être un petit peu moins autonomes dans toutes les agences, hein, enfin, on va pas se mentir. Euh, Malgré tout, je pense on a quand même moins ce problème parce que même les consultants qui ont très peu d'expérience et qui sont très juniors, qui nous rejoignent, sont quand même très accompagnés sur la méthodo Primelis, vraiment la méthodo SEO, mais aussi sur la partie gestion de clients, gestion de projet. Donc je pense qu'on a un petit peu moins
on arrive à les onboarder un peu plus facilement, même si il faut forcément les onboarder, donc ça veut dire passer du temps au début. Mais oui, on a aussi parfois ces problématiques. Ok, Mais je pense que la formation, c'est vraiment le pilier ça doit être un pilier en fait. Tu vois, un junior, quand il débarque, il faut pas qu'il se sente tout seul. C'est là où il a tout à apprendre, donc tant en SEO que en gestion de projet, qu'en rigueur en fait de travail même. En fait, le mieux il sera onboardé et en fait, le plus vite il va pouvoir être efficace quoi en fait. ouais, Donc Primilis a beaucoup, a beaucoup misé là-dessus quoi. ok. Allez, je me rappelle quand on était encore à l'agence web, tu me parlais un petit peu de Prémélis parce que même avant de rejoindre, tu sais, on en parlait, c'est quand même une référence un exemple de bonne agence qui va loin. Et je Ouais. me rappelle que le truc qui revenait le plus, c'était ça. C'était que leur onboarding était vraiment, enfin tout était cadré. Il y a des étapes par lesquelles les nouveaux consultants doivent passer. Et Mm. limite, ils sont laissés en onboarding, enfin tout seuls, ils peuvent progresser avec toute la doc qu'il y a, etc. quoi. Enfin, c'est ce que. Ouais, c'est ça. En fait, même pour tout te dire, la partie formation, elle n'est pas uniquement réservée aux juniors, en fait. Euh, Parce que même les seniors, y passent, moi y compris, du coup. Pourquoi? Parce que même si nous, les expérimentés ou les seniors, on va peut-être un petit peu, on va pas apprendre grand-chose, en fait, en SEO, mais on va beaucoup apprendre, en fait, sur la vision de l'agence, tout ce qui est, je dirais, déroulé dans les présentations, etc. Et en fait, t'as vraiment quelque chose d'assez uniformisé. Tu as vraiment le côté image de marque qui ressort. Et je Ouais, trouve ça bien que même quand tu es senior, en fait, on t'onboard là-dessus parce que en fait, tu peux être senior et venir d'une agence qui faisait pas du tout la même chose. ouais, En tout cas, qui, dans les livrables, avait pas du tout la même réflexion. Et du coup, c'est top en fait que même t'arrives, t'es team lead, en fait, ça veut rien dire. En fait, tu passes aussi par là et t'as aussi peut-être des choses à apprendre, en tout cas sur comment dire les choses, en fait, comment construire une presse. Parce que même si dans le fond, tu vas être très senior, dans la forme, t'as beaucoup d'écart en fait avec d'autres agences. ouais. Donc c'est ce côté-là qui te font bien ressentir. Ouais. Ok, ok, bah franchement c'est top. Ouais. Euh, Bah pour partir, peut-être pour refaire une question un peu SEO grand compte, pour toi, c'est quoi les points qui vont être les plus importants vraiment quand tu vas réaliser une presta SEO pour un grand site d'une très grande marque française, typiquement? Est-ce qu'il y a des points de vigilance où vraiment à chaque fois, tu sais que d'un grand compte à l'autre, ça va être les mêmes, qu'à chaque fois, c'est globalement la même ordre de priorité? Yes, je pense que vraiment le côté le plus important à maîtriser, c'est tout ce qui est objectif business en fait, parce que les grands comptes ils sont très orientés business. Ils sont, contrairement à ce qu'on peut croire, ils sont pas forcément hyper matures ils sont pas tous hyper matures sur le SEO. Ouais, Donc en fait, ce qu'ils vont vraiment regarder, c'est le côté conversion, et puis comprendre un petit peu l'impact de l'agence sur les différents chiffres. Évidemment que le trafic est important, etc. Mais en fait, eux, comme ils reportent souvent à un comité de direction, ils s'en foutent un petit peu en fait d'avoir des reportings sur des positions et du trafic, même si ouais, ça a de l'importance, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est raisonner vraiment en termes de part de marché, de croissance de chiffre d'affaires, d'incrément en fait. Qu'est-ce que l'agence apporte réellement en termes d'incrément? Donc ok, déjà, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre vraiment le contexte du site, le contexte marché en fait, et raisonner pas trop en termes de SEO, mais plutôt en termes presque d'études de marché en fait. Quels sont les concurrents, quels sont les top services ou les top produits, quels sont les moments de l'année où ça va se produire. Déjà anticiper un petit peu tout ça, ouais, parce que ça va un petit peu aussi définir
les grands jalons en fait de ta stratégie toi derrière. Typiquement sur un e-commerçant, anticiper tout ce qui est Black Friday, soldes, etc. Mais aussi avoir une vision sur les produits qui sont le plus importants, là où tu réalises le plus de marge. Donc c'est vraiment un petit peu sortir du cocon SEO traditionnel et appréhender mieux le contexte global en fait du site quoi et de la marque quoi. Ouais, ok. Et globalement, pour cet aspect, tu vois, typiquement ROI, conversion SEO, pour en fait que le client puisse se rendre compte, comme tu l'as dit, de l'impact vraiment de l'agence SEO sur leur chiffre d'affaires, leur rentabilité. Vous, en interne, est-ce que vous avez des experts un peu sur la partie tracking ou est-ce qu'en général, c'est effectué en interne par le client déjà et vous n'avez pas besoin de toucher à ça? Yes, nous on a un pôle data en fait chez Primelis. Cool. Donc on a des experts en fait effectivement en tracking et aussi en data vis du coup. Sur la partie data vis, c'est plus réservé aux grands comptes, c'est des dashboards un petit peu custom, un peu sur mesure. Euh, mais, mais, euh, mais du coup, oui, on signe beaucoup de prestats sur la partie tracking, pas sur tous nos clients évidemment, Ouais, on a des clients qui sont à la fois onboardés sur des sujets SEO, paid et tracking, et du coup, en fait, c'est hyper bien d'avoir ce côté intégré, d'avoir un peu le côté agence intégrée où à la fois tu gères l'acquisition de trafic, mais aussi la partie euh, un petit peu plus data. ouais, Donc ouais, on a ça et je pense que c'est vraiment une force. Je pense qu'il y a peu d'agences encore en France qui ont la chance de l'avoir. Alors on voit de plus en plus quand même ce côté-là qui émerge. Même les petites agences commencent aussi à monter un petit peu d'épaule. Euh, mais ouais, hyper intéressant. Surtout que les profils data, c'est des profils qui sont hyper rares, encore plus que sur la partie SEO et paid. Donc ouais, on a la chance d'avoir ce pôle à Primelis. Ouais. ok. Et pour rebondir là-dessus, Max, tu vois, nous, on est une petite agence, on est une dizaine. Alors, en réalité, on est 13, donc on est une petite agence. Et je pense savoir pourquoi, en fait, on n'a pas de data avant un certain point de développement. Parce qu'en fait, souvent, nous, en tant que petite agence, on va plutôt être contacté par de la petite entreprise, TPE, PME. Ouais. Et eux, ils veulent ROI, 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 tu vois. Ils ont pas forcément les moyens de mettre 12 mois de budget Ouais. avant d'atteindre des objectifs. Et c'est comme ça que ça marche, le SEO, pourtant. Du coup, nous, ce qu'on peut leur proposer, c'est vraiment accompagnement SEA, SEO. Alors que la data, c'est quelque chose qui vient se greffer, c'est un peu le must-have qui, je pense, comme tu dis, hein, sur un accompagnement grand compte, apporte énormément de résultats. Ouais. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut venir se greffer à une prestation quand même haut de gamme, quoi. Ouais, Et, ouais, non, euh, je suis et donc, d'accord. c'est sûrement pour ça que... Mm. Oui, non, mais bien sûr, un petit compte, c'est compliqué de l'onboarder sur ces sujets-là. Parfois, il y a aussi pas forcément un besoin énorme parce que le tracking, il est pas trop mal. T'as pas forcément besoin d'avoir un expert GTM, un expert DataVis parce que il n'y a pas forcément réellement de besoin. Euh, mais effectivement, comme c'est un certain coût, déjà il faut identifier quand même des pain points qui sont assez importants chez le client, je pense. Et, euh, et puis, effectivement, euh, signer ce genre de prestat en plus de l'acquisition, c'est pas forcément évident, même sur des clients, je dirais, de taille intermédiaire, hein, c'est pas forcément évident, donc sur des petits comptes encore plus, ouais. Ouais, et puis forcément, derrière la data, il y a du trafic. Donc que tu fasses de l'A/B testing, du CRO, je sais pas moi, du testing de tunnels de conversion, etc. Mm. Faut qu'il y ait du traf pour que forcément t'aies des résultats. Ouais, il faut que tu aies de Et la donc matière. forcément, qui dit traf dit déjà un site qui existe depuis longtemps, qui a une forte autorité, etc. Donc Ouais. ouais, c'est vraiment intéressant en tout cas. Trop cool. Euh, Antoine, je crois que tu avais une question, si tu veux reprendre sur les questions management. Euh, Ouais, si on reprend un peu la partie team lead, du coup, tu disais juste avant d'enregistrer que tu étais à peu près à 50-50 en termes de temps
sur tes clients et sur ta partie équipe. Comment tu fonctionnes, toi, en termes de management? Est-ce que tu es un peu t'es un peu un manager direct qui vient traquer tes consultants, tu vérifies bien qu'ils ont fait les choses, etc. Ou est-ce que tu utilises un peu plus, on va dire, des KPI qui te permettent de suivre leur montée en compétences? Est-ce que tu as des points trimestriels avec eux, mensuels, hebdomadaires? Comment tu fonctionnes un peu à ce niveau-là? Ouais, c'est une bonne question. Non, j'essaye de pas faire trop de micromanagement. En tout cas, Paul pourra en témoigner de l'époque. Je pense que j'étais pas trop ce genre de manager. Euh, je sais pas si tu témoignes. Ouais, ouais, bah ouais. Non, non, bah complètement. J'allais te laisser continuer, mais oui, bah c'est clair. Bah de toute façon, oui, du coup, pour remettre du contexte, vraiment, Max, qui m'a quand même énormément appris en SEO. Je suis arrivé à l'agence où vraiment j'avais des petites bases, tu vois. Je m'intéressais, j'étais curieux. Je commençais à écouter des podcasts SEO, celui de Thomas Kubel, par exemple. J'avais demandé des recos à Max aussi sur des ressources. Donc je commençais vraiment tout juste à mettre les pieds dedans. J'avais des toutes petites bases, mais pas du tout de logique vraiment SEO, long terme, campagne SEO, etc. Et Max m'a très bien appris tout ça. Et un des facteurs qui a fait que ça a très bien marché et que j'ai bien appris vite, c'est surtout il mettait pas la pression entre guillemets, il n'était pas là à fliquer tout ce que je faisais. Et pour autant, j'avais des retours archi constructifs où par exemple on bossait ensemble sur une campagne de netlinking pour tel ou tel client et j'allais lui sourcer par exemple des liens et après il allait regarder et me dire bah tu vois Paul ce site là moi j'aime un peu moins puisqu'il coûte X euros et que derrière il n'y a pas beaucoup de je sais pas de positions etc et donc j'avais des retours comme ça qui étaient à la fois hyper pertinents et à la fois je me sentais pas en train de quand j'étais en train de bosser fliquer avec Max qui regardait tout ce que je faisais, pas du tout. D'ailleurs c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt que tu avais beaucoup de taf et que en fait on était chacun sur nos trucs et puis de temps en temps on faisait des petits points où on voyait ce qui allait pas, mais ouais du coup je trouve que tu avais vraiment un top management quoi et pour quelqu'un qui veut apprendre c'est trop Cool. bien quoi. Je pense que le pire c'est d'avoir l'inverse quoi, d'arriver dans un Ouais. nouveau domaine et d'avoir quelqu'un qui a après c'est une question de personnalité mais qui a un style de management qui te met un peu mal à l'aise ou Ouais, tu te demandes toujours si tu vas pas mal faire et tout. Et puis, bon, voilà. ouais, donc ouais, en tout cas, merci du feedback, mais oui, je pense que c'est vraiment mon mindset. C'est déjà la culture du feedback est hyper importante. Toujours donner des raisons pour lesquelles des choses pourraient être mieux faites. Ça, je pense que c'est hyper important pour que la personne puisse évoluer en fait, puisse comprendre là où ça pêche. Et non, en fait, je laisse pas mal d'autonomie sur les juniors, un petit peu moins forcément, parce que j'ai besoin les juniors ont besoin d'être un petit peu plus encadrés. Mais je leur laisse quand même beaucoup d'autonomie et effectivement, il y a des points quand même de cadrage. Toutes les semaines, il y a un point individuel qui est fait, mais avec tout le monde, hein, pour le coup, pour en fait planifier un peu la semaine, euh, identifier un petit peu les priorités clients, voir si les priorités données par le consultant, elles sont alignées avec la réalité des choses aussi. Et puis du coup, il y a des jalons en fait tout au long de l'année. Nous, on fait 3 grands points en fait dans l'année, un point annuel et 2 autres points trimestriels, même si c'est plus vraiment des trimestriels, où en fait on va passer en revue tous les objectifs qui avaient été énoncés au précédent point et voir un petit peu l'atteinte pardon de ces objectifs. Donc tu as beaucoup d'objectifs quantitatifs pardon, ce qui permet en fait de traquer vraiment euh, bah, de manière très précise en fait l'atteinte des objectifs. Donc typiquement combien de comptes tu vas gérer, combien de budget de consulting tu vas gérer par mois. Donc tout ça c'est des choses qui Mm. sont en fait qui sont très factuelles et en fait du coup ça ne laisse absolument pas libre cours à l'appréciation du manager. Donc ça c'est la partie enfin, qui est du coup qui peut pas être remise en question et c'est bien. Ouais. Et puis aussi parce que tu as des objectifs de chiffres aussi, on est quand même c'est quand même un business donc forcément et des appréciations plus qualitatives sur est-ce que tel consultant il a bien pitché son premier audit par exemple. Quand tu es un consultant junior, effectivement tu as toujours un petit peu
pense que l'audit, c'est toujours un petit peu la période de test, en fait, la période de vérité. Est-ce que tu as réussi Ouais. l'audit? Est-ce que tu as bien pitché? Est-ce que tu as fait passer tes idées au consultant? Au client, pardon? Est-ce que tu as fait adhérer au client ces recos-là? Mhm. Euh, donc c'est des choses un petit peu plus qualitatives, mais qui généralement, enfin, on n'est pas là pour piéger. Le but, c'est de retransmettre la réalité des choses et surtout de voir à chaque fois comment on peut améliorer. Nous, le but, c'est d'accompagner les consultants à aller toujours au-dessus, de les Ouais. fidéliser, etc. Donc je pense que là, il y a une bonne culture, en tout cas, de ce côté-là. Même globalement, chez Primelis, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup cette culture-là. Et du coup, moi, j'essaye aussi de le faire au maximum. Donc un management bienveillant, je pense. Pas non plus, pas trop de micromanagement, même si tu es obligé d'en faire un petit peu de temps en temps sur des sujets un petit peu précis. Et voilà, beaucoup d'autonomie. Surtout, les profils seniors, on laisse beaucoup plus d'autonomie. Ouais. C'est plutôt sur les profils juniors, on est un peu plus vigilant oui, pour être plus présent, pour identifier plus facilement aussi des points qui pourraient être améliorés. Mhm. Euh, donc voilà. Ok. Ok, top. Je me demandais, est-ce que tu as déjà eu peut-être, enfin moi je sais que tu vois, si je me projette en manager entre guillemets, je sais que j'aurais pas mal de mal, par exemple tu vois, à reprendre des personnes, à leur dire que ça va pas, etc. Est-ce que tu as déjà eu peut-être des moments un peu compliqués ou est-ce que toi globalement, je sais pas, avec ta personnalité ça passe, il n'y a pas de souci. Enfin je sais pas comment t'es par rapport à ça. Ouais, si, il y en a, hein. Franchement, franchement, le management, c'est quand même quelque chose qui s'apprend vachement sur le tas, moi je trouve. Ouais. Euh, euh, Tu vois, moi j'ai fait une école de commerce assez classique où tu as forcément des cours de management et en fait, t'arrives, enfin le jour où tu es manager et tu commences à manager, tu te rends compte qu'en fait, t'as rien appris en école, clairement. Non, mais c'est vrai, hein. C'est encore plus vrai en management que sur d'autres matières parce que là, t'es sur de l'humain en fait, t'es sur des problèmes que t'as pas forcément anticipés en fait. Et donc effectivement, c'est très très dur et t'as forcément des moments où tu fais pas bien les choses ou tu dis pas les bonnes choses au bon moment. Donc ça m'est arrivé encore même, enfin encore il y a pas si longtemps. Et c'est de l'apprentissage un peu continu. Je pense que c'est vraiment très dur. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont pas faits pour être manager. Euh, et puis oui, t'apprends tout le temps en fait. Et il y a, enfin ouais, ça m'est arrivé encore récemment d'apprendre des choses et je pense que ça m'arrivera encore dans quelques années, c'est sûr. Ouais. Et il y a beaucoup de patience. Je sais pas ce que tu en penses, Max, mais vraiment, je pense que la première qualité d'un bon manager, c'est déjà d'identifier si la personne elle a la volonté. Ouais. Alors, si tu vois, si tu identifies quelqu'un entre guillemets qui a pas envie, c'est mort. Mm. Si quelqu'un a la volonté de bien faire, mais qui prend du temps, bah il n'y a pas d'autre solution que d'être patient, de l'accompagner. Chacun va à son rythme. Ouais. Et à ce niveau-là, il y a en fait, je pense qu'il y a un couplage avec la partie RH recrutement qui est super importante parce qu'en fait, si la RH plante un recrutement, le manager il va prendre un consultant qui est pas bon et qui est pas fait pour ce poste et il aura beau tout faire, ça va pas fonctionner. À mon avis, c'est assez Mm. frustrant quand tu vois qu'il y a un profil, tu peux tout faire, il va jamais être bon en gestion, il va jamais être bon en communication, même peut-être bon en hard skill, tu vois. Donc il y a un couple, à mon avis, il y a une relation avec la RH qui est énorme aussi et qui est à prendre en compte là-dessus, Ouais, sur la c'est qualité. sûr, tu évoques un point important. Moi, je pense que c'est pour ça que la partie recrutement, elle doit se faire conjointement. Les RH sont plutôt là pour, je dirais, évaluer la personne en tant que telle, tout ce qui va être plutôt soft skills. Et nous, en SEO, on doit plutôt évaluer la partie métier et aussi
la capacité en fait que le profil va avoir à apprendre en fait à évoluer sur le SEO. Euh, Nous, je sais que c'est comme ça également que ça se passe chez Primelis, c'est que on fait ça de manière conjointe et c'est pour le mieux, je pense. Euh, donc yes, mais beaucoup de patience, effectivement. Mais c'est toujours, t'as toujours t'as, t'as toujours un besoin d'équilibre en fait parce que il faut pas non plus que tu te fasses bouffer par tes consultants. Il faut pas non plus que tu sois trop autoritaire. Il y a toujours une histoire de dosage à avoir, je trouve, qui s'apprend en fait, mais qui est pas si facile que ça quand tu commences le management. Donc ouais. Mais c'est hyper intéressant pour le coup. Ouais. Mais surtout que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve dans nos thématiques un peu digital, agence digitale, même un peu start-up, tout ça, il y a beaucoup cet aspect, on est tous potes, on est tous un peu jeunes, et je trouve que c'est trop trop bien, tu vois. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai trop kiffé mon expérience à l'agence web, typiquement. Et je me dis d'un autre côté, quand t'es manager, ça doit être aussi compliqué parce que, bah, tu vois, à l'agence, même, on jouait le midi un peu à la PlayStation, etc. Donc, il y avait vraiment cet aspect pote, tu vois. Et Mm. d'un autre côté, bah, toi, limite, Max, tu devais, bah, des fois, évidemment, reprendre ces personnes qui, au final, tu as l'impression de reprendre tes potes. Enfin, je sais pas, ça te faisait pas un peu bizarre, ça Ouais, si c'est... ça me faisait un peu bizarre et surtout, je pense encore plus dans des petites agences où t'es potes un petit peu avec tout le monde. Bah oui, Parce que nous, c'était un peu le cas, hein. Enfin, on était une bonne vingtaine, mais voilà, on se connaissait tous et puis on s'entendait tous bien. Je pense que ça change un petit peu quand tu es dans une agence, enfin, dans une plus grosse structure en tout cas, pas forcément ouais, agence d'ailleurs, mais... Et donc effectivement, on a un petit peu moins ce côté-là. Bah, en fait, t'es pas forcément pote avec tout le monde, parce que tu ouais, peux pas être pote avec 100 personnes dans toute la boîte, c'est pas possible. T'as forcément des affinités qui se créent, et du coup, t'as aussi bah, un peu plus de distance, un peu plus en tout cas un peu plus de recul sur les choses. Je trouve que c'est pas plus mal parce qu'effectivement la frontière est trop pote et en même temps management est parfois très fine et je pense que c'est quand même, de mon point de vue en tout cas, hein, je dis pas que c'est forcément une vérité générale, mais de mon point de vue, je pense que c'est quand même assez important. ok, ok, trop cool. Non, mais je pensais à ce point-là parce que c'est vrai que, comme on avait bossé ensemble, il y avait quand même une super ambiance et je me dis, des fois, faut, comme tu dis, faut pas se faire bouffer, entre guillemets, donc, Ouais. Bah en fait c'est bien quand t'as aucun problème effectivement c'est trop cool tu vois t'es pote avec tout le monde ouais, il y a une super ambiance etc. C'est quand les choses vont un peu moins bien que du coup c'est là que les problèmes arrivent en fait. Parce que bah tu vas avoir plus de mal en fait à recadrer quelqu'un, bah oui, à pointer du doigt ce qui pourrait être mieux fait. Euh, Ton autorité elle est pas vue de la même façon aussi donc en fait c'est généralement dans ces cas-là que ça t'amène un petit peu à réfléchir autrement et à appréhender un petit peu autrement le management. Donc, ouais. ouais. Ouais, mais c'est super intéressant, je trouve, cette thématique-là, parce que c'est toujours je pense, un équilibre à avoir. Tu vois, moi, j'ai pas expérimenté ça directement, mais j'ai pu voir un peu quand même. Et ouais, je me suis toujours dit que ça devait être ouais, un peu un équilibre à trouver, quoi. C'est ça. Euh, alors, on peut peut-être repasser sur une question un peu SEO grand compte, puisqu'on a quand même pas mal parlé de management là. Euh, donc, on avait fait les points vraiment importants. Dans la même lignée, des points un peu importants d'une presta grand compte, c'est quoi pour toi vraiment les principales différences entre une presta SEO grand compte et une presta SEO traditionnelle, TPE, PME? Je pense que tu auras déjà donné des éléments, mais Mm. Il y a beaucoup de choses qui changent en réalité. Bon, je pense que déjà toute la partie business dont je parlais tout à l'heure est quand même hyper importante. ouais, Je pense que ce qui va changer aussi, c'est bah, la relation client en fait, qui est pas forcément la même. ok, Le fait d'avoir bah, souvent plus d'interlocuteurs quand même. bah oui, Chez un grand compte, tu as souvent des équipes en fait. T'as pas juste une personne, tu as une équipe avec
un lead projet et puis des personnes qui sont un peu plus spécialisées sur certains domaines. Là où chez un petit compte, bah, tu vas avoir souvent un petit peu une sorte de traffic manager qui va s'occuper à la fois des budgets organiques, paid, etc. Ouais, Donc ça change un petit peu. Je pense que le besoin de reporting est quand même plus poussé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui reportent beaucoup à leur direction, euh, qui se servent beaucoup des chiffres que tu envoies dans les reportings ouais, pour communiquer en fait en interne, ouais, euh, pas uniquement sur ce que fait l'agence, mais aussi bah, en fait comment progresse le site, comment ouais. progresse la marque sur le digital. Donc effectivement, tu as certains grands comptes où la partie reporting est quand même euh, très importante et peut être parfois très lourde, bah, parce que plus tu vas gérer de sites ou de pays chez un client, bah, plus vite en fait les reporting prennent du temps et sont stratégiques en fait. Donc ça aussi, je Ok, pense que c'est une dimension qui est très importante. Après, je pense que c'est de la gestion de projet qui doit être très rigoureuse, mais bon, tu peux avoir aussi ça chez des petits comptes. Je pense que ça, c'est un petit peu universel. Mais ouais. ok, ok. Ben, ça me fait penser, je vais enchaîner juste sur une question encore Presta SEO. Tu sais, on dit, enfin moi en freelance, je l'ai pas mal entendu, le fameux tu verras, les gros clients, c'est les moins chiants, entre guillemets, tu vois. Donc c'est-à-dire les gros clients, enfin sous-entendu, les gros clients, c'est ceux qui vont être le moins proches de leurs sous, qui vont peut-être être le moins pressés aussi des résultats SEO, etc. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as remarqué, étant donné que tu as fait bah, quand même beaucoup de grands comptes, mais aussi pas mal de TPE, PME, à l'agence web ou autre. Est-ce que tu Mhm. as remarqué des différences de profil comme ça ou pas? Ouais, euh, c'est vrai que en fait, je pense ils ont beaucoup d'exigences aussi. Ils sont pas moins exigeants, ils sont exigeants pas sur les mêmes sujets que sur un petit compte. Ouais, Je pense qu'on a un petit peu tous dans notre imaginaire du petit compte, le patron de la boîte en fait qui va t'appeler un peu tout le temps, qui va te demander sur quel mot-clé t'es positionné, qui va pas comprendre qu'en 3 jours tu l'as pas positionné sur sa top requête, ce genre de choses. Mais ce qui peut être encore assez vrai. Effectivement, un grand compte, il est déjà un petit peu plus mature quand même sur cette partie-là et il va être moins challengeant, je dirais, sur ce genre de sujet. Par contre, il n'est pas forcément moins exigeant. Et après, je pense ça dépend aussi beaucoup du mindset du client, ouais, euh, de, du secteur aussi dans lequel il évolue. Donc il n'est pas forcément moins exigeant. Je pense aussi il y a le facteur contexte du site qui peut jouer beaucoup. ouais, Un gros client sur lequel ça se passe très bien, tant en termes de relations et en termes de résultats, bah, il va être plutôt cool. Il va pas forcément être hyper pressant. Par contre, un grand compte qui paye, qui sort des gros budgets et pour lesquels les résultats sont un petit peu flat ou qui connaît des baisses parce que pour X raisons, hein, le marché tombe ou tu as mal fait ton boulot, etc. Bah là, pour le coup, ça va pas être la même sauce. Donc, ça dépend beaucoup du contexte aussi du site, je trouve. ok, ok, ça marche. Et question un peu pour le fun, c'était quoi toi ton client, sans le nommer évidemment, mais qui était le plus exigeant ou qui t'envoyait le plus de messages ou est-ce que t'as un exemple qui te vient en tête comme ça, ou le client le plus loufoque, j'en sais rien, mais t'as dû en croiser des pépites, je pense, non? Ouais, j'en ai croisé, j'en ai croisé des clients un peu loufoques. Oui, j'en ai eu.
Je citerai pas où et je vais pas citer. Je peux dire le secteur comme ça au moins on se représente un petit peu. C'était un client dans le tourisme euh, qui euh, qui était en fait je pense qu'il pensait vraiment que j'étais informaticien, tu vois. Je pense que je pense que tu vois c'est un peu comme quand tu dis tu vois à tes grands-parents ou à tes parents tu dis que tu fais du SEO et en fait ils pensent pas du tout que tu fais ce métier-là. Ouais, Et j'avais un peu l'impression que parfois le client, il me croyait un peu informaticien. Bon, c'était un petit compte, il n'était pas du tout mature. Euh, donc oui, un peu loufoque, un peu des espèces de quiproquos dans les échanges où parfois tu te demandes, ok, est-ce que je parle vraiment de la même chose? L'intérêt en fait de vulgariser au maximum et d'être pédagogue. Ça, ouais. c'est quand même hyper important. Euh, donc client loufoque, oui, j'en ai eu pas mal. Et client challengeant, pour pas dire chiant, on va dire. Oui, j'en ai eu. J'en ai eu, mais j'ai jamais eu de client, on va dire, méchant, tu vois, avec de la mauvaise, tu sais, de la mauvaise foi, oui, t'en as forcément, mais jamais eu de Ouais. clients foncièrement méchants qui essayent de te piéger et qui sont pas sincères. Je pense que, et il y en a, hein, je pense qu'il y en a. Parfois, tu vois, je m'amuse un petit peu, je regarde un petit peu les, euh, les stories qui remontent un peu sur Balance Agency Ouais. où tu as beaucoup tu vois, de cas dans des agences de pub qui remontent et des équipes qui sont beaucoup mises sous pression par des clients. En fait, je me rends compte que j'ai pas eu trop ce genre de cas. Ok, bah c'est cool, hein. Heureusement, je pense qu'en digital, on est relativement assez préservé par rapport au monde de la pub, j'ai l'impression, ou de la com. Même Ouais. si je pense qu'il y a des cas un petit peu isolés et je pense qu'il y en a forcément. Donc oui, je pense que j'ai eu des clients chiants, mais qui devaient avoir leur raison et qui étaient maladroits sur le moment, mais qui m'ont pas mis en burn-out non plus. Donc ouais. Euh, Ok. Ok, bon, moi c'est cool. Si tu t'en sors bien globalement, c'est vrai que ça peut vite devenir, à mon avis, un enfer, quoi. ouais. Euh, ouais, Et Antoine, t'avais. tu parlais du reporting. Euh, je sais que plus tu vas faire de la prestation grand compte, plus tu vas travailler plutôt sur la stratégie. Je sais pas si vous proposez de l'opérationnel aussi chez Primelis, genre de la rédaction, de la création de contenu, de l'acquisition, etc. de liens. C'est bien sûr, ouais. Sur cette partie-là, sur la partie conseil stratégique, qui est vraiment le cœur du rôle d'un SEO, Ouais. nous, on a une problématique, c'est sur le tracking un petit peu, tu vois, du temps de travail, alors que tu sais, sur l'opérationnel, c'est des livrables, donc c'est beaucoup plus facile. Comment vous avez pu mettre, enfin, vous êtes organisé là-dessus? Parce que j'imagine que vous avez un reporting et sur les KPI et sur vos livrables. Nos actions, ouais. Ouais, bah, en fait, effectivement, le cœur de la presta, ça reste du conseil stratégique, enfin du consulting, mais on a toute une brique opérationnelle, que ce soit en termes de contenu. Il y a même certains clients pour lesquels on va intégrer certains éléments sur le site. On le fait parce que parfois ça bloque un petit peu côté client, il n'y a pas assez de bande passante. Donc en fait, au lieu de livrer sans contenu et puis d'attendre 6 mois que ce soit intégré, parfois on va le faire. Si c'est enfin modifier du balisage, on va le faire aussi en fait parce que si c'est pour gagner un petit peu de temps, en fait ça va à la fois ça change la perception côté client, ça prouve que on est aussi capable de mettre les mains un petit peu dans le cambouis et puis aussi ça nous permet d'avoir des résultats plus rapidement. Je sais que ça on le fait même pour des clients assez grands comptes, hein, donc il y a quand même cette partie opérationnelle qui est présente, même si ça reste assez minoritaire finalement. Donc comment on l'intègre pour reprendre un petit peu ta question en fait, c'est beaucoup défini lors de l'appel d'offres, en fait, de la budgétisation, si je peux dire, où en fait on va identifier quels sont les axes à améliorer, quels sont les leviers qu'on va travailler. Euh, et c'est un peu comme ça en fait que va s'articuler
je dirais, la proportion de temps que tu vas passer là-dessus. Euh, donc ça dépend beaucoup du contexte du site qu'on va identifier ça, ouais. Je sais pas si ça répond un petit peu à ta question, mais y a pas trop je pense, de règles générales. Mais de toute façon, les trois quarts du travail sont du conseil, hein. Euh, En termes de budget et de temps, ça reste du conseil, ouais. Ouais. Parce que là, généralement, j'imagine que vous vendez au TJM votre temps de travail. Et donc c'est toujours assez complexe parfois de se dire, bon bah voilà, ça, cette tâche-là, elle a pris 4 heures, ça, cette tâche globale, elle va nous prendre 3-4 jours. Et je sais que nous, on fait pas de micro, on va dire, tu vois, on va pas dire, bon bah cette tâche-là, c'est 2 heures, cette tâche-là, c'est 2 heures, etc. Mm. Mais même en appel d'offres, c'est très compliqué de vraiment miser sur un temps de travail Mm. précis Bah, pour une tâche vraiment importante. ouais. Bah, en fait, ça, je pense que le le côté hyper précis est hyper dur à avoir enfin, pour l'avoir vu aussi bien dans une plus petite structure que dans une structure comme Primelis, c'est c'est quasiment impossible en fait. Surtout que le risque de traquer en fait toutes les tâches, moi je trouve que c'est un côté un petit peu, ça peut avoir un petit côté un peu contre-productif. Un exemple en fait, moi je pense que c'est pas du tout adapté pour les juniors, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le côté, il faut que tu fasses telle tâche en tant de temps. Déjà, en fait, c'est hyper compliqué. Déjà, un junior, il sait pas forcément combien de temps ça doit prendre, tu vois, instinctivement. Donc, si tu lui dis qu'un audit doit faire 3-4 jours, ok, très bien, mais si c'est pour que l'audit soit beaucoup moins exhaustif, beaucoup moins complet, qu'il ait oublié des choses, en fait, c'est pas le but, quoi. Donc, nous, on fait pas de time tracking à proprement parler. On fait du déclaratif, mais on fait des estimations plutôt, parce qu'effectivement, il faut quand même piloter un peu ce côté-là. Mais on n'est pas dans le tracking hyper précis à la minute près. Et on considère que bah, si on doit prendre un petit peu plus de temps pour faire quelque chose de quali, on le fera. Et c'est plutôt bah, identifier après bah, pourquoi tu as un petit peu galéré sur cette tâche. Est-ce que tu aurais peut-être pas pu faire autrement, faire un peu. Enfin, est-ce que tu n'aurais pas pu utiliser d'autres outils, avoir une autre réflexion pour faire la même chose, mais en moins de temps. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'aborder. Pour revenir à ta question, oui, effectivement, c'est dur d'estimer en fait le temps précis que tu vas passer tout au long de l'année en fait sur une presta. Donc, c'est pour ça qu'en fait le SEO il doit être assez vite intégré en fait dans les process sales, et c'est le cas en fait je pense dans quasiment toutes les agences maintenant. Euh, Parce que c'est vraiment dans la phase de pré-audit et de présentation aux clients que tu dois bah, identifier en fait les grands axes qui vont te permettre de dire ok, là je vais avoir besoin de 3 à 4 jours par mois parce qu'il y a quand même des gros chantiers. Là, je vais peut-être avoir besoin d'un peu moins de jours, mais c'est peut-être plus de l'opérationnel parce que le site manque beaucoup de contenu, ou ou a beaucoup moins d'autorité par rapport à ses concurrents. Donc, je pense que la partie avant-vente est très importante finalement. Ça permet de bien sizer en fait la mission et puis d'éviter les mauvaises surprises. Après, je pense que dans toutes les agences, ça s'équilibre un petit peu entre les clients. Tu vas forcément passer plus de temps sur certains. Mais comme c'est des clients assez stratégiques, bon, tu vas pas forcément les upseller tout le temps. À l'inverse, sur d'autres, bah, tu vas passer moins de temps que prévu. Donc je pense que ça s'équilibre. Ça peut même s'équilibrer en fait au sein d'une même presta parce que bah, les premiers mois, tu vas peut-être passer un peu plus de temps et en fait, bah, après, tu vas peut-être passer un peu moins de temps. Donc, je pense que c'est des équilibres à trouver. Je pense que c'est aussi une acceptation à avoir de se dire, ok, bah, peut-être que là, tu peux déborder un petit peu sur certaines typologies de clients.
Si c'est pas trop récurrent, effectivement, il faut aussi, si au bout d'un an, tu vois que t'es pas du tout rentable en fait sur le client, je pense il faut aussi en parler. Mais je pense que c'est des KPI qui se mesurent plutôt ça doit plutôt se mesurer d'un point de vue macro, enfin vraiment au global. Je pense que c'est d'un point de vue direction où tu dois te dire, ok, là j'ai un peu ma masse salariale et la renta globale des consultants. Est-ce que je suis plutôt bien? Est-ce que je suis plutôt un peu dans le rouge? Donc je pense que c'est des KPI qui doivent se piloter globalement parce que tu as des prestats qui peuvent équilibrer d'autres. Donc ouais. Ok, ouais. Ok. Et puis typiquement, t'as des profils où tu vas pas, t'exiges pas la même rentabilité sur un junior, par exemple, que par rapport à un senior. Ça me paraît normal. T'as pas les mêmes objectifs de nombre de comptes à gérer, de budget à gérer aussi. Donc il faut faire les choses de manière assez smart, je pense. Et puis yes, ouais. Ok. Ok, ouais, super intéressant. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Antoine. On peut peut-être sélectionner encore quelques questions pour conclure un peu ce podcast interview. Moi, il me restait pas mal de questions sur le SEO grand compte, mais on s'en doutait à l'avance que ça allait être peut-être un petit peu long. Alors, je pense que je vais t'en poser peut-être une dernière. Alors, je vais bien la choisir. Oh, bah, si, une dernière qui va être sympa. C'est quoi, toi, ta plus grande réussite en grand compte, en SEO grand compte, ce qui te vient en tête directement avec des perfs de malade, des graphes de ouf et tout? Ouais, écoute, c'est un client que je peux citer parce que c'est souvent le client en plus que je cite comme exemple et pas uniquement dans les résultats mais dans le projet global. Ouais. C'était l'agence web, c'était sur Aircall qui était un super projet. Super projet, pourquoi? Parce qu'il y avait des dimensions, il y avait déjà une dimension internationale où on devait gérer 5 pays, je dirais vraiment en master. Donc déjà quand tu commences à gérer vraiment de la strat sur 5 pays, 5 sites, ouais, ça commence à. Déjà, le côté challenge, enfin, challenge en tout cas dans la relation client, dans le reporting, et puis même dans l'opérationnel, il n'est pas le même. Ouais. On a eu des super perfs en réalité sur les deux top pays qu'on travaillait, à savoir la France et les US. Ouais. Donc moi, j'en garde un super souvenir. Super expérience aussi parce qu'il y avait beaucoup d'anglais. Il y a eu des interlocuteurs aussi américains. Donc en fait, on était vraiment dans un. Je pense que c'est un peu un projet qui nous a fait changer de dimension avec, euh, avec notre autre collègue qui bossait là-dessus. Mhm. Euh, et même avec les boss qui étaient impliqués là-dessus, je pense que c'est un projet qui nous a vraiment tenu à cœur, qui était un. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est le top projet grand compte que je peux citer. Euh, Il y a eu ça. Et puis avant, oui, il y avait eu un client aussi dans l'électroménager. Alors plus là, un challenge d'un point de vue vraiment purement technique, mais parce que c'était mes premières migrations. Ok. Euh, et j'avais dû du coup rediriger 5 domaines vers un seul. Donc gros challenge. Je me souviens que j'étais là depuis uniquement quelques mois dans l'agence. Donc gros, bon, j'ai été accompagné aussi, hein, j'ai pas tout fait tout seul, mais gros challenge parce que tu commences à toucher à des sujets un petit peu sensibles parce que bon, là, tu te dis vraiment, ok, là, clairement, je peux faire tomber le site, là, il y a des impacts qui peuvent se voir très vite, quoi. C'est Ouais. pas comme sur une presta à long terme où les résultats, ils sont plus flats, je dirais. Là, en fait, du jour au lendemain, si tu as merdé quelque chose, tu t'en rends compte très vite. Et non, ça s'était bien passé. On avait conservé le trafic, donc on était content. Cool.
mais ouais, côté plus intense de la migration où t'as un objectif un peu plus court-termiste et beaucoup de risques en fait qui sont liés en fait, qui sont liés à la migration, donc hyper intéressant aussi. Ouais. Bah, de toute façon, clairement, l'aspect refonte migration, je pense que c'est ce qui fait le plus flipper les consultants. Et même, je suis sûr, un consultant qui en a déjà fait des dizaines et des dizaines, je suis sûr qu'il a toujours peur, tu sais, en mode, attends, mais mon plan de redirection, là, si j'ai foiré un truc, c'est terminé, quoi. Clairement, Enfin, clairement. Et puis tu as des choses que tu maîtrises pas forcément. Tu as aussi des dingueries qui peuvent être faites bah, côté annonceur ou côté développeur. ouais. Euh, donc c'est des projets qui sont assez transverses finalement, qui impliquent pas Mhm. mal d'équipes. Donc effectivement, quand il y a beaucoup de changements sur un site et que Google ne retrouve pas exactement les mêmes pages, effectivement, ça peut avoir des gros impacts. Ouais. Et ça peut être lié à en fait, un content manager qui pense que bah, voilà, il faut réduire drastiquement le nombre de mots parce que ça va être plus joli sur sa page. Alors qu'en fait, bah, tu as des top positions sur cette page-là. Ça peut être une structure de page qui change complètement bah, parce Ouais. que tu n'as pas la même techno qui est utilisée. Euh, Ouais. ou ou carrément bah, le SEO qui va pas rediriger la bonne page. Donc en fait, le risque est présent partout. donc, euh, Ouais, c'est clair, hein. Ouais, c'est mais vrai. c'est des projets qui sont, je pense, formateurs à la fois sur le SEO, mais sur la gestion de projet aussi, la coordination. Donc ouais, hyper intéressant. Ouais, c'est clair. C'est très Antoine, est-ce touchy, hein. Nous, on en a plein qui viennent nous voir en pré-audit parce que moi, je suis un peu sur la partie commerciale. Et leur site, bon, généralement, c'est pas non plus des grands comptes parce que les grands comptes, ils ont quand même le budget pour faire attention, mais ils font une refonte ou une migration parfois. Ils se posent même pas la question du SEO et tu vois la courbe Ouais. qui va vraiment à zéro, hein. Parfois, tu as vraiment des changements d'URL sur toute leur page catégorie produit, donc 98% de leur page, quoi, sans Mhm. redirection. Donc tu repars à zéro. Et c'est assez ouf ce qui peut se passer sur des migrations et sur des refontes à ce niveau-là. Mhm. Des années de travail Ouais, ouais, qui c'est peuvent ça. être réduites à zéro. Et après, pour récupérer, moi, Pour c'est ce que je récupérer, leur dis, hein, on repart à zéro, on est en historique, on va pouvoir travailler des requêtes qui ranquaient il y a 3 mois, Mhm. mais on va pas pouvoir reprendre en appuyant sur un bouton, c'est trop tard, quoi. Non, c'est ça, c'est ça. C'est compliqué ouais, de tout récupérer. Et puis souvent, il faut attendre une ou deux core updates. Enfin, donc ouais, c'est pas facile. la C'est des faute. sujets très touchy. Ouais, pour reprendre un peu, on va dire finaliser un petit peu la partie team lead, je voulais savoir un petit peu comment était structuré Primelis. Alors, j'imagine que vous avez du management, de management, etc. C'est souvent comme ça dans les agences. Et toi, éventuellement, est-ce que tu as vocation à développer un petit peu cette partie-là sur tes prochaines années, éventuellement chez Primelis ou ailleurs, sur ce rôle de team C'est-à-dire leader? de développer, de développer quoi exactement? Ouais, au niveau, en fait, alors, pour poser la question un peu plus concrètement, je sais que souvent les agences, elles sont composées de consultants, team leader, directeur, head of, ce qui va constituer une business unit. Et est-ce que toi, du coup, à ce niveau-là, quel est le rôle un petit peu différent entre directeur, head of, team leader, consultant? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse personnellement? Parce que je sais qu'on peut évoluer sur la partie consulting, donc compte, Ouais. et aussi également sur la partie management. Mm. Ouais, bah, c'est une bonne question. Moi, j'ai plutôt vocation à bah, évoluer sur la partie management. Moi, c'est ce qui me tient à cœur. Je pense que j'ai encore du chemin, pas mal de chemin à faire, donc je suis pas pressé. Euh, et effectivement, oui, donc nous, on est très structuré, bah, comme tu l'as dit, il y a une équipe de généralement 4-5 consultants qui sont encadrés par un team lead. Plusieurs team leads qui vont être encadrés par un directeur. Euh, et donc, tu as généralement quelques directeurs dans une BU
qui sont encadrés par un directeur de BU. Directeur de BU qui vient généralement du métier, mais qui a aussi un petit peu un rôle de direction de conseil, donc un rôle aussi commercial, qui est beaucoup en avant-vente sur les sujets d'upsell, cross-sell. Euh, donc oui, on est très structuré. Forcément, il y a pas mal de strates de hiérarchie, mais je pense qu'ils sont un peu, je pense qu'ils sont un peu propres aux agences qui grandissent très vite. Pourquoi? Parce que en ayant quand même des petites équipes, ça permet de mieux encadrer les consultants quand même. Euh, donc c'est pour ça que tu as beaucoup de team lead et tu as quand même pas mal de directeurs. Euh, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu vas devoir gérer 10 consultants, en fait, il va forcément y avoir des loupés plus rapidement que si tu t'encadres 4-5 consultants, quoi. Donc, Ouais. euh, donc c'est hyper intéressant de pouvoir en fait avoir cette latitude, je pense, de bien encadrer les consultants. Euh, voilà ce que je peux te dire. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais yes, ouais. Et j'imagine, du coup, comme tu le disais, les directeurs, le fait qu'ils managent des profils déjà plus avancés, donc des team leaders, Ouais. il y a beaucoup moins de micromanagement, donc j'imagine qu'ils sont pas dans le checking, etc. Est-ce qu'ils sont plus dans les KPI? Est-ce qu'ils sont plus dans la RH? Et Euh, combien de team leaders généralement gère un directeur chez vous? En moyenne, je pense qu'il en gère 4-5, je dirais. Ouais. Ok. Il en gère 4-5, donc effectivement, il n'est pas du tout sur les sujets micro. Ça, c'est plutôt le rôle du team lead. Euh, il va plutôt être là sur les sujets d'expertise, en fait. Comment encore améliorer les livrables, enfin, être aussi un peu à l'écoute du marché sur le SEO, sur des outils, sur des cas clients, sur des process aussi. Le directeur est quand même très impliqué sur les process de l'agence. Euh, donc il a un rôle plus macro, je dirais. Euh, il intervient aussi beaucoup sur les sujets RH avec le team lead, parce que le directeur a quand même besoin d'avoir une vision sur qui va intégrer son pôle. Donc c'est un sujet qui est quand même, c'est un poste pardon qui a un peu multifacette. Le directeur va aussi être pas mal impliqué sur les sujets d'appel d'offres, tu vois, sur les sujets d'appel d'offres grand compte. Généralement, c'est quand même bien de, de présenter l'équipe complète, en fait, surtout quand tu es sur des très grands comptes avec des gros budgets. Le client, il veut pas uniquement voir le consultant qui va gérer son compte au day-to-day, mais il veut aussi avoir le team lead, le directeur, pour voir un peu l'équipe complète. Donc c'est un poste qui est, je pense, tu as une dimension un peu commerciale, une dimension très, très process, management en fait, et aussi expertise. Euh, comment en fait on fait pour distancer les autres agences, comment on fait pour toujours aussi se réinventer un petit peu dans la manière dont on présente les choses. Donc ouais, ça a l'air super intéressant. Ok, trop cool. Du coup, je sais pas ce que t'en penses, Max, mais moi je pense qu'on a fait un bon tour là sur le SEO grand compte, ton rôle un peu management, humain, stratégique au sein de Primelis. Est-ce que peut-être toi, avant qu'on passe, parce qu'on va faire une question internaute rapidement, et je vais faire un point aussi sur les évaluations Spotify, YouTube, etc. Est-ce que toi, il y a un point peut-être qu'on n'aurait pas abordé qui te vient en tête? Si oui, n'hésite pas, histoire qu'on en parle. Écoute, là non, là tout de suite non, mais peut-être que ça popera d'ici la fin. Mais oui, effectivement, on a quand même bien,
Ouais, je On a, pense. on a parlé de pas mal de sujets, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, trop bien. Euh, ok, bah écoute, donc on avait une question qui me semblait intéressante, donc on a eu trois questions en tout pour cet épisode-là. Comme on a fait énormément, quand même pas mal de questions, là on arrive à ouais, quasiment 1h10 de podcast, on va en faire une seule ici, celle qui nous semblait la plus intéressante. Donc c'est une question de Nour sur Twitter. Qui nous dit pour les brands, donc vraiment les marques, quoi, mais bon, j'imagine que tous tes clients sont des marques. Est-ce que les consultants SEO font, slash, pensent faire, slash, vont faire du SEO sur les réseaux sociaux? Donc type, ouais, remonter dans la barre de recherche de, je sais pas, Instagram, TikTok, etc. Est-ce que c'est un truc que vous faites, vous, Max? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense c'est un point important, c'est un sujet intéressant en fait, qui, à mon avis n'est pas suffisamment travaillé. Euh, je sais pas si c'est lié à notre culture, à la France, ou je pense qu'on a peut-être un petit peu de retard par rapport aux US sur cette partie-là. Mais effectivement, pas assez travaillé et je pense que ça le devrait. Je pense qu'avec les évolutions de Google, on le voit assez clairement en fait. Euh, déjà depuis quelques années, tu as quand même une SERP qui est beaucoup plus saturée en fait. Tu as de plus en plus d'ads, de fonctionnalités, Ouais, euh, tu as du shopping en organique maintenant qui remonte beaucoup plus qu'avant. Enfin voilà, tu as une SERP qui a quand même énormément changé déjà depuis ces dernières années. ouais, Et là, avec la SGE qui va arriver en France prochainement, ça va encore rebattre un petit peu les cartes. Peut-être pas sur toutes les typologies de requêtes, hein, mais en tout cas sur, je pense, beaucoup de requêtes, notamment informationnelles ou comparatives. ouais, Je pense que ça va pas mal rebattre les cartes et le côté un petit peu acquisition de trafic, un petit peu informationnel, un petit peu en mode inbound, va être beaucoup challengé, je pense, sur la partie SEO. mhm, Euh, alors je dis je pense, hein, parce en fait, nous, on le voit de notre œil français et quand on regarde un petit peu les SERP, même sur la SGE, elles changent tout le temps. Il y a des bêtas, enfin toutes les semaines en fait ça change. Donc on a encore un peu de mal à avoir une vision euh, finalisée de cette mise à jour. ouais, Euh, mais effectivement, je pense que le métier du SEO sera toujours le même. Il y aura toujours du SEO. Je pense juste qu'il va tendre en fait un petit peu à évoluer et à aller sur d'autres plateformes, alors qu'avant on était full Google. Je pense notamment, bah, effectivement, à tout ce qui est social media, notamment Instagram et TikTok, qui sont de plus en plus importants, YouTube sur la vidéo évidemment, et puis tout ce qui est marketplace quand même, ouais, SEO sur Amazon, bah, même des plateformes plus françaises, hein, Mano Mano, etc. Mais en fait, je pense que dès qu'il va y avoir un potentiel qui est identifié sur une plateforme, il y aura toujours moyen de faire du SEO. Les règles seront pas les mêmes, mais la finalité, elle sera identique. ouais. Donc ouais, je pense que c'est un tournant qu'on doit prendre, qui est forcément difficile à prendre parce qu'on a des habitudes qui sont très ancrées sur Google. Donc voilà. Mais en tout cas, de mon point de vue, je pense que c'est pas assez abordé en France. J'imagine qu'il y a des SEO qui sont dessus depuis déjà quelques temps et qui le font très bien et qui ont pris ce virage. Mais en tout cas, sur le marché français, j'ai l'impression que c'est pas suffisamment abordé, quoi. Ouais, c'est clair. Mais je suis archi d'accord avec toi sur toute la ligne. Donc déjà l'importance que ça a et le fait qu'on soit en retard. Et tu vois, même moi, si là je me dis demain, je sais pas pour X ou Y raison, il faut que je référence un compte TikTok sur des mots-clés précis internes à TikTok, je saurais même pas, tu vois, truc tout bête, mais par quel outil passer pour estimer le volume de recherche d'un mot-clé sur TikTok, tu vois. Parce Ouais. que je pense que bah, il doit y en avoir, mais Bah, écoute, je pense que déjà c'est moins développé en termes d'outils ouais. aussi, quoi. Écoute, on en a parlé lors d'une veille, mais en fait, moi, je l'ai appris dans cette veille SEO. En fait, TikTok a son propre
outil d'analytics Ah oui, euh, c'est vrai, ouais. qui te permet de voir les volumes de recherche. Donc effectivement, mais même moi j'ai appris quelque chose. En fait, de toute façon, moi je me sens totalement. J'ai l'impression de me sentir déjà vieux par rapport à TikTok, alors que j'ai que 30 ans, tu vois. Ouais, ouais, Et, bah, C'est pareil et pour moi alors que j'en ai 27 et même Paul alors qu'il en a ouais, ouais, bah, 22, c'est ça? TikTok. en fait, les évolutions C'est en termes d'usage, elles sont tellement différentes que je me sens pas du tout early adopter Bah par- oui. comme je l'étais par exemple sur Google il y a déjà pas mal d'années. Donc effectivement, c'est des grands changements. Quand tu vois que même Google lors d'une conf te cite un chiffre, alors je l'ai plus en tête, mais que en gros toute la génération, enfin les 18-25 ans font, je crois, plus de recherches sur TikTok et Instagram que sur Google pour quand ils recherchent un restaurant. Ouais, Euh, c'est incroyable, alors que enfin moi ça me viendrait pas du tout à l'esprit de en fait enfin moi pour moi c'est je vais sur Google Maps quoi, tu vois, je regarde à la ouais, limite quelques guides TripAdvisor, tu vois, ou The Fork, mais ouais, euh, c'est clair. donc en fait ouais ça c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a il y a vraiment de la prospective à faire sur les changements d'usage et, euh, et voilà. Et puis comme bah, enfin je regardais ça un petit peu sur Twitter et en fait, tu as déjà des SEO US qui te sortent des métriques en te disant que tu as des requêtes qui sont déjà plus recherchées que enfin, sur TikTok que sur Google. Ouais, Donc là, tu commences à te dire, OK, là, il y a peut-être un marché ailleurs, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Ouais, c'est clair. Bah, puis tu vois, enfin, après, je comprends ces comportements-là dans le sens où tu tapes meilleur restaurant Paris 16, par exemple, j'en sais rien. Sur TikTok, tu vas tomber sur une vidéo rapide qui va te faire peut-être un top 5 ou même un top 1 tout simplement, avec des vidéos carrément, des arguments humains. Donc en plus, tu sors de cet aspect un peu contenu généré IA ou en tout cas contenu classique qu'on peut retrouver un peu neutre sur des fois à Google où là, tu as hmm, directement quelqu'un qui te parle avec sa voix, avec son avis. Moi, ce que j'ai adoré, c'est tel truc, et je vous conseille tel plat. Enfin, tu vois. Et en fait, je peux comprendre pour l'aspect authenticité, pour ce genre de requête. Effectivement, je pense que je peux comprendre. Par contre, je sais pas, si je fais des recherches sur une thématique plutôt santé, complément alimentaire, j'en sais rien. Là, enfin, là, je pense que en termes ouais. de recherche, je pense qu'on est plus sur du Google que là-dessus. En tout cas, j'espère, parce que bon, le niveau d'info est quand même moins précis quoi, sur TikTok, en Ouais, général. carrément. Bah, de toute façon, je pense que tu soulèves un point important. Je pense que ça dépend bah, beaucoup du business du client, effectivement. Je pense que sur des clients B2B, aller sur du TikTok et du Instagram ou du Pinterest, bon, je pense que s'ils y sont, c'est plutôt pour faire de la marque employeur que vraiment faire de l'acquisition client, tu vois. Ouais. Euh, pour des business très nichés, tu vois. Mais peut-être qu'il y aura des choses à faire sur plus côté LinkedIn ou voire même YouTube, en fait. Hein. Être un réseau social qui peut être adapté sur du B2B. Ouais, c'est clair. On en voit de plus en plus, ouais. Donc je pense que ça va vraiment être le business du client et l'audience qui va définir un petit peu bah, sur quelle plateforme tu vas pouvoir aller. Typiquement aussi un e-commerçant, enfin je pense que là où les sujets vont vraiment se poser, c'est sur les e-commerçants en vrai. Euh, Parce en réalité ils sont déjà présents sur les réseaux sociaux. Mhm. Euh, donc effectivement il va y avoir des sujets je pense comment dire d'amélioration du ROI, en fait, parce que c'est des clients qui font souvent aussi de l'ADS sur Instagram, Facebook, euh, TikTok, même Pinterest. Donc, Ouais. il va y avoir des sujets de coût d'acquisition client. Euh, et je pense qu'il va aussi y avoir des sujets sur tout ce qui est marketplace, parce que c'est souvent aussi t'as beaucoup d'e-commerçants qui sont bah, sur Amazon, sur la Redoute, etc.
Donc, il va y Ouais, avoir aussi des sujets par rapport à ça parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, bah, tu as plein de gens, quand ils recherchent, je sais pas, de l'ameublement, de la déco ou quoi que ce soit, en fait, ils vont directement sur Maison du Monde, sur Amazon, sur Mano Mano, et ils passent plus ouais, par c'est Google, clair. en fait. Donc, Ouais, je pense que sur les e-commerçants, c'est là où il va y avoir des gros sujets de diversification, à mon avis. ok, ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, ouais, je suis assez d'accord, ouais. Bon, en tout cas, question super intéressante de la part de Nour, et clairement, je pense que ça fera partie des perspectives SEO 2024. Enfin, on est déjà en 2024, mais des Mm. points à creuser, quoi, notamment pour SGE et puis toutes les recherches internes dont on a parlé, TikTok, Amazon, etc. C'est clair que c'est clairement l'avenir. Ouais. Ben juste avant de se quitter, je vais faire un petit point. On va faire un petit point sur les performances du podcast. C'est une section qu'on va ajouter à tous les épisodes, notamment sur les notes Spotify. Donc on remercie tout le monde. On est à 15 notes 5 étoiles, sachant que c'est pas forcément un aspect qu'on a beaucoup poussé dans le podcast. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir 5 notes. Hésitez pas, enfin 15 notes, pardon, 5 étoiles. N'hésitez pas à mettre évidemment une note pour soutenir le podcast. Donc si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, vous pouvez le noter assez facilement. Et pareil sur YouTube, où on a commencé à mettre les épisodes vidéo. Ça commence à bien décoller. On a 155 abonnés. Pareil, on n'a pas trop fait la promo non plus. Et sur le dernier épisode YouTube, on avait 2 commentaires. Donc merci à toutes les personnes qui voudront bien commenter cet épisode aussi, puisqu'on le rappelle, c'est vraiment, on va dire, la métrique phare pour améliorer le référencement de la vidéo sur YouTube. En tout cas, Max, merci beaucoup pour cet épisode. Personnellement, j'ai trop kiffé. Franchement, tu es quand même un profil assez stratégique, qui a géré des très beaux sites, etc., qui a aussi un rôle très stratégique au sein d'une grande agence. Donc, c'est super intéressant d'en savoir plus sur ton quotidien, sur tes missions, et puis d'avoir quelques anecdotes aussi. Puis voilà, j'espère que tu as kiffé en tout cas cet Ah ouais, ouais, épisode. carrément, merci pour l'accueil. Trop, trop cool. Et puis, premier exercice pour moi en podcast. Donc, content aussi d'expérimenter ce nouveau format. Mais ouais, trop cool. Les questions étaient hyper pertinentes. Ça joue quand même beaucoup sur la qualité du podcast. Et ouais, trop content. Et puis, à refaire, pourquoi pas à l'avenir, hein. Ouais, carrément, hein, avec plaisir. Yes. Top, merci beaucoup Max, et puis au plaisir de se croiser tous les trois à Paris quand Paul sera à nouveau Ouais, Carrément, en carrément, hein, France. carrément. carrément. Si tu Ça marche. continues un petit peu ton petit tour en Asie du Sud-Est. Ouais, là, je rentre le 2 mars, tu vois, donc dans un Ok. mois et demi, quoi. Donc ça s'achève tranquillement. Ça va faire du bien de retrouver un peu la routine en France, le confort aussi un logement un peu mieux, etc. Ouais. Mais ouais, avec plaisir pour se recroiser IRL, hein. Carrément, carrément, avec plaisir, autour d'un verre. Tout à fait. Ça roule. Et nous, on vous dit du coup à la semaine prochaine pour un prochain épisode de MVP. Salut, Salut salut. tout le monde. Ciao, Ciao. ciao.